Et on retrouve tout de suite notre autre invitée. C'est vous, Marina Koumeda. Bonjour à vous. Vous êtes franco-ukrainienne, vous êtes journaliste et écrivain. Vous êtes, vous, en ce moment même, quelque part dans la région ouest de Kiev. On ne va pas donner plus de précisions pour des raisons de sécurité évidentes. Vous êtes en centre de formation militaire avec l'objectif de vous engager prochainement au front. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Bonjour, effectivement, je rejoins l'armée ukrainienne, donc je suis une formation en ce moment depuis un mois. J'ai réfléchi à cette décision depuis mon retour en Ukraine, c'est-à-dire depuis 2 ans. 2 ans. J'ai longuement hésité. Ce n'est pas une décision facile pour quelqu'un qui avait une vie civile et voilà, qui a abandonné sa vie en France. Et puis en mai, lors de mauvaises nouvelles dans ma région d'origine, la région de Soumy, qui est sous menace constante et qui se retrouve aujourd'hui à 17 km de la ligne de front, qui se fait frapper aujourd'hui par les drones FPV kamikazes, où vivent mes parents. J'ai compris que c'est une affaire personnelle de tout le monde et que je dois aussi faire ma part. Et puis, je suis profondément convaincue qu'une femme doit aussi accomplir son devoir de citoyenne. Votre ville, soumise notamment bombardée la nuit dernière. Il y a eu plus de 180 attaques de drones, Mm. d'ailleurs, sur plusieurs localités en Ukraine. Marina Koumeda, je ne sais pas si vous avez pu suivre l'échange que j'ai eu à l'instant avec Bruno Darou sur les négociations qui Oui. se sont donc achevées à Abu Dhabi. Quand vous voyez qu'il y a tout de même cette avancée, cette libération de prisonniers de part et d'autre, mais que sur le fond, ça patine encore, ça, c'est quelque chose qui est aussi venu motiver cet engagement militaire pour vous? Chaque échange de prisonniers est suivi de très près par les Ukrainiens, puisqu'il s'agit des vies des gens, des vies des familles entières qui attendent depuis des années. J'ai écrit moi-même sur les conditions de détention des militaires ukrainiens en Russie, des tortures que subissent quasi 100% de ces personnes. Donc pour nous, c'est très important. En revanche, on suit l'avancement des pourparlers à Abu Dhabi. Et ce que je voudrais citer, c'est Alexandra Matviichuk, le prix Nobel de la paix, qui a, dans son post Facebook hier, interpellé Trump pour lui demander pour quelles raisons Poutine se permet de détruire systématiquement les villes, l'infrastructure énergétique et tuer les civils depuis un an, alors que Trump, le président fort, mène les négociations, alors qu'il ne permettait pas ça lors de la présidence de Biden. Elle a cité le nombre de victimes civiles, morts ou blessées, qui a augmenté par 31% en 2025. Donc nous, c'est cette question qu'on se pose. Et par ailleurs, il y a une question évidemment de cession des territoires non occupés par les Russes. Pour quelles raisons un pays qui a été agressé doit céder les territoires? Quel territoire doit en céder en prochain? Et puis, céder les territoires, ce n'est pas juste les terres, ce sont les gens. Moi, j'ai écrit sur l'occupation, ce qui se passe sous occupation russe, les tortures, les détentions des civils, l'absence totale des droits et la suppression de l'identité ukrainienne. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite à toutes les personnes qui vivent sur ces territoires, sans parler, sans mentionner ce que a déjà mentionné votre expert sur l'avantage purement tactique dont dispose l'armée ukrainienne en étant présent à Kramatorsk et à Sloviansk, qu'elle perdrait en reculant dans la campagne? Pourquoi faire ça en fait? Qu'est-ce qui fait que l'Ukraine doit faire cette concession à la Russie aujourd'hui? Donc on imagine qu'à travers votre engagement, vous ne souhaitez pas de concessions. J'imagine que vous avez aussi pleinement de tous les risques qu'un tel engagement sur le front implique pour vous, pour vos proches. Vous l'avez ça en tête. Dans l'armée, mais globalement, quand on vit en Ukraine, on court ce risque qu'on vit à Kiev ou à Lviv ou à Soumy. On court ce risque au quotidien. Comme je viens de citer, la probabilité d'être blessé ou mourir pour un civil aussi aujourd'hui accroît. Les conditions dans lesquelles vivent les gens à Kiev, une capitale européenne aujourd'hui, sans chauffage depuis quelques semaines, depuis 3 à 4 semaines, sans eau parfois pendant quelques jours, sans électricité pour certains de mes amis pendant 5 jours, 6 jours. Euh, est-ce que ce sont les conditions dans lesquelles doivent vivre aujourd'hui des civils dans un pays européen? Et donc évidemment, je mesure les risques et je prends ma responsabilité en courant ces risques, bien sûr.
70 000 femmes au moins sont donc engagées dans les forces armées, dont 20 000 prennent part directement au combat. Vous, votre formation, elle débute tout juste. Comment est-ce que ça se passe concrètement? On vous apprend, on imagine, le maniement des armes, mais autre chose? Nous sommes au milieu. Nous avons accompli déjà 3 semaines et il nous reste 4. C'est une formation de base que doivent passer chaque personne. Donc je fais ça, entre autres, ce qu'on voit sur l'image. C'est une formation de base pour obtenir une spécialité tireur, enfin soldat, pour apprendre les déplacements tactiques, le maniement des armes, les bases de sécurité, que ce soit maniement des drones, voilà, toutes les bases de formation militaire. Vous êtes nombreux, issus de la société civile comme vous, en ce moment en formation et prêts à aller au front? Nous sommes tous des anciens civils, comme c'est une nouvelle formation. Alors, si, dans mon unité de 59 personnes, il y a 3 personnes qui ont déjà été au front, en 2014-2017, puisque la guerre a commencé en 2014. Donc, il y a 2 anciens combattants qui doivent repasser cette formation à nouveau pour obtenir la spécialité. Mais toutes les autres, c'est des personnes civiles qui étaient tracteuristes, développeurs IT, serveurs, conducteurs poids lourds. Devant moi, il y a une professeure de mathématiques qui a quitté l'école après 25 ans d'enseignement et qui s'engage en suivant les traces de son mari qui est au front et de sa fille qui est déjà décédée au front il y a 2 ans. Il y a aussi des Ukrainiens, Marina Koumeda, et c'est une autre réalité, qui ont préféré quitter le pays. 2 millions d'Ukrainiens sont recherchés pour avoir échappé à la mobilisation et 200 000 déserteurs. Ces chiffres ont été communiqués par le président Zelensky. Quand vous voyez que d'autres Ukrainiens préfèrent partir pour ne pas être engagés, pour ne pas être envoyés à la guerre, vous y allez, qu'est-ce que vous vous dites? Il faut ajouter un peu de nuance sur ce chiffre de 200 000 déserteurs. Il ne s'agit pas de pure désertion dans ces chiffres. La bureaucratie militaire fait qu'il est très difficile de changer de l'unité et une part de ces 200 000 quittent, c'est-à-dire font désertion simplement pour changer d'unité. On ne sait pas combien, ça se trouve c'est la moitié. Donc ce n'est pas pour quitter l'armée, c'est pour changer d'unité. Mais il y en a Évidemment, ça certains m'attriste. certains refusent de s'engager, certains refusent clairement d'aller servir l'armée, d'aller au front. Ça, c'est aussi une réalité en Ukraine aujourd'hui. Mais bien sûr, nous sommes ici dans une unité de 59 personnes dont seulement une partie est venue d'eux-mêmes, donc les femmes évidemment, mais aussi des hommes. Tous les autres ont été mobilisés dans la rue par ces fameux bus, avec plus ou moins état de préparation pour y aller. Donc évidemment, il y a des personnes qui souhaitent pas servir, qui sont fatiguées, Et mourir, on et qui ne vit souhaitent pas dans mourir pour une... cette guerre qui dure. Cette guerre, elle est installée dans le temps, elle dure depuis 4 ans. On approche d'ailleurs de la date de l'invasion à grande échelle, du 22 février prochain. Votre casquette de journaliste aussi, vous avez enquêté, vous avez d'ailleurs publié un ouvrage sur l'amour en temps de guerre, mais vous êtes allé à la rencontre de ces femmes, de ces hommes aujourd'hui qui la vivent cette guerre. Dans quel état d'esprit concrètement on est en Ukraine après 4 années de bombardements quotidiens? Est-ce que la majorité de la population souhaite la fin de cette guerre avec quelques concessions ou pas du tout? Ce que vous avez ressenti sur le terrain, c'est que les Ukrainiens ne veulent rien lâcher et qu'ils iront jusqu'au bout. C'est compliqué. Je pense que la grande partie d'Ukrainiens ont la nausée aujourd'hui quand on entend parler de notre capacité de résistance et de continuer à subir et à montrer voilà, sa force de résistance, puisque c'est trop dur de vivre dans ces conditions-là. Aujourd'hui aussi, sans chauffage, sans électricité, sans aucune perspective, en voyant les pourparlers sur la paix. En même temps, la grande partie des Ukrainiens qui sont encore en Ukraine n'ont pas d'autre choix, mais ils n'ont pas d'autre pays. Ils ont choisi, en tout cas, ils ne sont pas partis à temps, ou ils ont choisi de rester en Ukraine et ils ne veulent pas partir. Donc, ils n'ont que ce pays-là. Et l'objectif, c'est d'essayer de le garder le plus possible en étant prêt, effectivement, de perdre sa vie si c'est comme ça que ça se termine.
Oui. Merci beaucoup, Marina Koumeda. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci pour votre témoignage et prenez Merci à soin de vous. vous. Merci beaucoup. Merci.